Bonjour, bienvenue pour ce troisième cours de la chaire Neurobiologie et Immunité qui cette année est consacré au dialogue avec le corps, comment les cellules immunitaires interagissent avec l'activité neuronale. Donc, petit récapitulatif rapide des épisodes précédents. Donc, cette chaire s'intéresse vraiment aux interactions entre le système immunitaire et le système nerveux, qui ont été étudiées pendant très longtemps de manière parallèle, qui régulent l'interaction que les organismes ont avec le monde à différents niveaux. On a vu l'année dernière, en fait, qu'il y a énormément d'interactions croisées entre ces deux systèmes, qu'il est essentiel de prendre en considération de manière systémique le dialogue entre ces deux grands systèmes, et on s'est intéressé à plusieurs choses, notamment à comment est-ce que ces systèmes dialoguent sur le plan moléculaire, anatomique et au niveau global. On s'est intéressé aussi à cette structure qui entoure le cerveau qui s'appelle les méninges, et on en reparlera aujourd'hui, qui constitue une interface clé entre le corps et le cerveau. Et puis on s'est intéressé aux interactions vraiment précisément au niveau de la peau, et on reparlera un petit peu aussi de ce contexte-là, avant de véritablement réfléchir à comment est-ce que les stimuli immunitaires, les épisodes inflammatoires sont encodés dans le cerveau. On a une immunoception, c'est-à-dire comme les autres sens, on se rappelle, on a des endroits où en fait sont emmagasinés une mémoire de ces événements immunitaires. Alors ça, c'était le cours de l'année dernière, et cette année, on commence à réexplorer les interactions neuroimmunitaires, toujours dans ce contexte-là, où on a l'extéroception, c'est-à-dire les sensations, les événements perçus du monde extérieur, la manière dont un individu interagit avec ce monde extérieur, et ce que l'on appelle l'interoception, qui est une perception des signaux internes venant du corps, dans lequel sont les signaux immunitaires, et une boucle de rétroaction par laquelle le cerveau, le système nerveux central, régule les fonctions physiologiques internes. Et on a vu que donc, ces signaux immunitaires sont intégrés dans ces prises de décision, d'une part pour réguler le système immunitaire, d'autre part même au niveau de la peau, et on y reviendra, et que donc toutes ces décisions sont, on va dire, toutes ces boucles de régulation font intervenir véritablement un dialogue croisé entre le système immunitaire et le système nerveux. Et cette année, on s'est vraiment intéressé dès le premier tour à comment est-ce que ces interactions croisées, donc ces signaux, sont intégrés dans la prise de décision pour une réponse comportementale. Alors, dans le premier cours, on est parti de ce qu'on appelle le comportement de maladie, qui est un ensemble de changements comportementaux liés à une signalisation de cytokines inflammatoires qui sont produites par des cellules immunitaires en réponse à des infections, mais aussi à des lésions tissulaires. Et on s'est notamment intéressé à certaines cytokines en particulier et à leur effet sur un aspect de ce comportement de maladie qui est le retrait social. On a vu les différentes voies de communication, nerveuses, humorales, comment est-ce que les différentes parties du système nerveux et du cerveau peuvent interpréter ces signaux. Et en particulier, on s'est intéressé à l'interleukine 1β qui est capable de moduler l'ensemble des comportements pour aboutir à un changement, on va dire, global comportemental qui aboutit à un retrait social de manière directe et proactive. Ce qui montrait que vraiment des cytokines pouvaient participer, pouvaient fournir des signaux immunitaires interprétables, intégrables dans une réponse comportementale adaptée. On s'est intéressé à d'autres types de cytokines, notamment des cytokines produites par des cellules immunitaires présentes dans cette structure autour du cerveau, les méninges, et donc pour aboutir à cette idée qu'en effet, comme tous les autres signaux venant de l'extérieur ou du corps, des signaux immunitaires, notamment les cytokines, pouvaient participer à, on va dire, la construction d'une réponse comportementale adaptative, soit dans un contexte, encore une fois, d'inflammation, de comportement de maladie, mais même
dans un contexte plus large de réaction à l'environnement pris comme tel. Alors au dernier cours, on a regardé plutôt ce qui se passait, cette fois-ci dans des contextes où la réponse immunitaire est dérégulée. Et on a regardé ça au travers de 2 exemples. Premièrement, lorsque l'on a une exposition extrêmement forte, continue, non régulée, dans le contexte de certains traitements à des cytokines, l'interféron alpha, on a vu que ça pouvait induire une réponse comportementale précise qui était augmenter le risque pour une dépression et même une dépression majeure. Et on a vu que donc cette exposition non régulée, non interprétable globale à des cytokines pouvait contribuer cette fois-ci à augmenter un risque d'une pathologie psychiatrique. On s'est intéressé à une autre type de pathologie pour essayer de comprendre comment, lorsque le système immunitaire est dérégulé, il peut participer à un comportement, des changements comportementaux. Et on s'est intéressé à une pathologie en particulier extrême qui s'appelle les encéphalites auto-immunes. Et on a d'abord vu un petit peu ce que c'était que l'auto-immunité. Alors l'auto-immunité, finalement, c'est le fait que dans le système immunitaire, on produit à très très bas bruit des lymphocytes, c'est-à-dire des cellules de l'immunité adaptative qui peuvent reconnaître certains éléments dans le corps ou produire des anticorps qui vont reconnaître ces éléments dans le corps et qui sont normalement dirigés contre des virus ou des corps extérieurs et qui ne reconnaissent pas le soi. Parce que si ces cellules reconnaissent le soi, elles peuvent à ce moment-là entrer dans un rythme pathologique. Et donc on produit à très bas bruit ce type de lymphocytes quand même. On peut imaginer qu'il y a un intérêt évolutif de pouvoir reconnaître le plus large panel d'antigènes possible. Et cette élimination notamment de ces cellules qui reconnaissent le soi sont réalisées à différents endroits, tolérance centrale ou périphérique. Mais lorsque l'on a une stimulation de ces lymphocytes B ou T qui sont produits, qui reconnaissent le soi, on peut avoir le développement de pathologies que l'on appelle auto-immunes, où cette fois-ci les tissus sont attaqués. Alors on s'est intéressé, puisqu'on parlait d'encéphalite auto-immune, on a un peu parlé encore une fois d'auto-immunité, et on a vraiment vu qu'il y avait plusieurs types déjà de pathologies auto-immunes, mais qu'il y avait certains facteurs qui pouvaient privilégier le développement de ces pathologies qui sont éminemment multifactorielles, donc il n'y a pas un seul risque, mais certains risques pouvaient être l'augmentation de la présentation de ces fameux antigènes qui sont reconnus par le soi avec plusieurs types d'augmentation, des infections virales qui en fait peuvent induire un mimétisme, qui peuvent être des infections virales qui peuvent générer des antigènes qui ressemblent à des antigènes du soi. On a aussi des tumeurs qui peuvent produire des antigènes qui sont normalement pas présents dans le corps puisqu'ils sont dans le cerveau, derrière cette barrière hémato-encéphalique derrière lequel le cerveau est présent, ou d'autres aspects, et que dans un contexte très particulier, on pouvait avoir des fameuses encéphalites auto-immunes qui peuvent être déclenchées soit encore une fois par la présence de tumeurs, soit potentiellement en lien avec des infections virales qui peuvent faire des infections latentes ou générer des lymphocytes entre guillemets, qui traînent, ou des causes inconnues. Et notamment, on a maintenant différents antigènes, différents types d'anticorps qui ont été reconnus, identifiés chez des patients qui peuvent être ou non liés à des cancers ou à des cancers de manière très forte ou pas. Et en particulier, on s'est intéressé à cette encéphalite qui reconnaît des récepteurs particuliers, les récepteurs NMDA, qui sont essentiels à la communication entre les différents neurones, donc au niveau des synapses. Et on s'est intéressé à cette pathologie parce que c'est une pathologie qui est très rare, mais qui est qui a des symptômes extrêmement spectaculaires, où on a très rapidement apparition de symptômes psychiatriques, notamment des psychoses, mais aussi des symptômes neurologiques. Et donc en fait, la reconnaissance d'anticorps
contre des récepteurs importants dans la communication neuronale qui peuvent franchir la barrière hémato-encéphalique, rentrer dans le cerveau, est suffisante pour induire un dérèglement massif du cerveau, notamment, encore une fois, ces symptômes psychiatriques extrêmement forts et qui peuvent être extrêmement brutaux. Et donc les traitements, c'est une immunothérapie, donc baisser l'inflammation et éliminer cette source d'anticorps. Et ces changements comportementaux, en général, on peut avoir une très très bonne récupération lorsque les patients sont pris à temps. Et donc en fait, on n'a pas de destruction du tout du cerveau. Donc une attaque du système immunitaire ou une reconnaissance anormale du système immunitaire contre des composés sans destruction, sans remaniement fondamentaux du cerveau peut affecter de manière drastique les réponses comportementales, avec le cerveau cette fois-ci qui est, entre guillemets, un dommage collatéral dans un contexte soit de production de cytokines non régulées, soit dans une attaque très particulière et spécifique de composés du cerveau. Voilà, alors c'était pour le petit résumé. Et aujourd'hui, on va parler d'autre chose. On va parler de douleur. Alors, j'espère que ça va se passer sans douleur, justement. Pourquoi et voilà, donc c'est le troisième cours. Et on va notamment s'intéresser à la douleur du tissu au cerveau comme un phénomène neuro-immunitaire. Alors, je vais, bien sûr, en 2 heures, je ne vais pas du tout pouvoir couvrir tous les aspects de la douleur et ce n'est pas l'objectif du cours. Je voudrais aussi préciser que les pathologies chroniques de la douleur touchent un nombre extrêmement grand de personnes, de patients, que c'est aujourd'hui des pathologies pour lesquelles il y a relativement peu de traitements ou des traitements qui sont compliqués à mettre en place et parfois très peu efficaces. C'est notamment ce qui est à l'origine de la crise des opioïdes qu'on a pu observer ces dernières années. Et donc, je vais aujourd'hui, véritablement, l'idée n'est pas de parler de tous les traitements, de toutes les pathologies, mais plutôt de vous présenter la douleur sous l'aspect des interactions neuro-immunitaires et ce que cela peut éventuellement apporter dans la progression des connaissances sur ces mécanismes, avec éventuellement à terme, on l'espère, des avancées thérapeutiques, mais il y en aura très peu aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que je vais parler de différentes pathologies, donc je ne vais pas forcément rentrer dans de grands détails, mais je vais essayer d'en parler de manière claire à chaque fois pour essayer d'illustrer en fait à quel point la douleur, qu'on peut considérer sous différents aspects, est véritablement, comme je le dis, je pense qu'aujourd'hui on peut le dire, un processus neuro-immunitaire. Alors on va commencer par partir du tissu. Et là aussi, je voudrais faire une petite... Je ne vais pas utiliser la nomenclature actuelle officielle des différents types de douleurs, qui sont douleurs nociceptives, douleurs neuropathiques, douleurs nociplastiques, dans l'idée de rester relativement didactique. Et donc, je vais plutôt me placer à différents niveaux des voies de la douleur pour essayer d'expliquer et de vous présenter ce cours. Ok, donc on va commencer par le tissu, mais avant de commencer par le tissu, finalement, on va rentrer dans une distinction fondamentale. Alors, je ne vais pas toujours réussir, moi, à la maintenir dans le cours, mais c'est pour ça que c'est très important d'en parler dès le début. Donc, la douleur, c'est quelque chose qui, bien sûr, nous concerne absolument tous et toutes, et qui concerne tout le monde depuis très longtemps. Sur ce schéma ici de Descartes, on voit bien, il a commencé à décrire les voies qui médient donc la douleur, avec ici donc, du feu, le pied, un câble qui passe par le dos, la moelle épinière, et qui va jusqu'au cerveau. Et il est extrêmement important, dès le début, de bien préciser la différence entre ce que l'on appelle la nociception et la douleur,
Et j'espère que vous allez voir tout au long du cours pourquoi c'est très important de faire cette différence. Donc la nociception, c'est quoi? C'est l'ensemble des processus neurobiologiques qui détectent, transduisent et transmettent des signaux potentiellement nocifs. Et la douleur, c'est une expérience subjective, consciente, intégrant la nociception, mais on peut avoir nociception sans douleur, dans le cas de certaines anesthésies par exemple, mais aussi des composantes contextuelles, cognitives et émotionnelles. Donc, je ne parlerai pas de la composante émotionnelle et cognitive aujourd'hui, mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment dissocier et on va voir pourquoi cette distinction est essentielle quand on regarde les voix et la progression des voix. Donc, on va commencer par parler de nociception, puisque la nociception, quelque part, initialement, par exemple, lorsqu'on se brûle, c'est l'événement qui va déclencher la douleur. On va commencer par parler de la nociception et de regarder ce qui se passe au niveau du tissu. Et donc, une des personnes qui a vraiment beaucoup décrit les voies de la douleur et les voies nociceptives, c'est Sherrington, qui s'est vraiment beaucoup intéressé à la connectique dans la moelle épinière, on en a déjà parlé, et par exemple au réflexe de retrait, c'est-à-dire lorsque l'on s'approche d'une flamme, donc de la chaleur, et qu'on se brûle, on va avoir immédiatement ce réflexe de retrait. D'ailleurs, ce réflexe de retrait est présent même dans certains contextes d'anesthésie, ce qui prouve qu'on peut avoir de la nociception sans douleur, et passe par des boucles. Donc dans ce contexte-là, finalement, on n'a pas besoin de la douleur pour imposer un comportement qui va être un comportement essentiel de préservation de l'individu. Et globalement, la nociception est un mécanisme, dans beaucoup de situations, des situations de douleur aiguë, protecteur. C'est-à-dire, c'est un mécanisme qui permet à l'animal de sentir qu'il y a un environnement toxique, dangereux, nocif, et d'induire une réponse comportementale. Et Sherrington a déjà défini la douleur comme, on va dire, une composante annexe, adjuvante, une composante psychique adjuvante d'un réflexe protecteur impératif. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on a cette sensation et cette nociception, on va avoir en parallèle une remontée d'une information qui va être traduite dans le cerveau comme de la douleur. Alors on va, avant de remonter, regarder véritablement comment est-ce que ces boucles sont organisées et rester vraiment dans le tissu et dans la nociception, dans cette première partie, pour voir un petit peu ce qui se passe. Et je voudrais juste préciser qu'on va commencer, parce que je ne l'ai pas dit, on va commencer par des principes généraux, notamment dans la peau, dans les articulations, et qu'on aura une partie spécifique dédiée à la douleur viscérale, qui est un petit peu particulière et qui est importante notamment dans différentes pathologies. Donc comment est-ce que la nociception est perçue? En fait, on a des neurones sensoriels qui sont dans les ganglions rachidiens et qui envoient une branche en périphérie, ici dans la peau, mais on peut les avoir justement dans les articulations, dans les organes, etc., etc. Et une autre branche de l'axone va aller dans la moelle épinière. Dans un contexte de réflexe, on a cette boucle, mais cette information va être véhiculée par plusieurs relais, et j'y reviendrai jusqu'au cerveau, pour traduire une information sensorielle qui peut être justement de la nociception. Dans ces ganglions rachidiens, on a en fait une énorme variété de neurones qui ont maintenant été bien décrits et qui permettent de réguler énormément de propriétés de ces neurones sensoriels, la mécanosensation, alors le toucher, la pression, le toucher doux, le toucher, etc., la thermosensation, le froid, le chaud, la brûlure, la nociception. Alors on commence tout de suite à voir que déjà tout ça est très subjectif, puisque une chaleur forte, ça va être nociceptif. Le prurite, la démangeaison, on en a parlé l'année dernière dans le cours sur la peau, la proprioception, l'équilibre au niveau des tendons, l'interoception, tout ce qui va concerner justement l'état intérieur du corps.
Et ces différents neurones vont projeter vers différentes couches de la moelle épinière, de la corne dorsale de la moelle épinière, on y reviendra. Alors, parmi cette variété de neurones sensoriels, on a plusieurs types de classification. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que si ces neurones qui sont très variés, donc sont importants pour la mécanosensation, la thermosensation, etc., en fait, il n'y a pas un type de neurone qui correspond à une fonction. On a plusieurs types de classification qui permettent de regarder ces fibres et ces neurones de manière différente. Donc, une première, c'est quelque chose de classique qui a été déployé depuis très longtemps sur des critères morphologiques, anatomiques, physiologiques, où on a des neurones qui sont essentiels pour la proprioception, donc l'équilibre, les mouvements d'un corps qui innervent ici les tendons, et on a des fibres qu'on appelle A-bêta qui vont majoritairement être importantes pour le toucher ou, on va dire, de la mécanosensation. Et on a ces neurones ici, que l'on appelle C ou A-delta, qui inclut un ensemble de neurones que l'on appelle nocicepteurs, qui peuvent être peptidergiques, non peptidergiques, etc., qui vont innerver la peau, mais justement, ce dont j'en parlais, les os, la vasculature, les organes, etc. etc. Et c'est majoritairement ces neurones nociceptifs qui vont être importants dans la douleur, mais pas que. Alors cette classification, si on veut encore une fois, la regarder schématiquement dans la peau, je vous ai dit, il y a ces fibres A-bêta de mécanosensation qui sont très myélinisées, qui médient le toucher non douloureux, et on y reviendra, et ces autres fibres, celles-là sont faiblement myélinisées, celles-là différemment, etc. Ce qui est aussi très important, c'est que ces neurones sont en partie peptidergiques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, peptidergiques? Ils sont non peptidergiques aussi, certains. Enfin, ils peuvent quand même produire des peptides, donc, mais moins. Alors, qu'est-ce que ça veut dire peptidergique? Ça veut dire que lorsqu'ils sont actifs, ils sont capables de relarguer dans leur terminaison nerveuse des peptides, notamment ici CGRP, calcitonine gene-related protein, ou la substance P, qui, on va le voir, ont une action particulière sur les cellules immunitaires. Donc, c'est des neurones, quand ils sont actifs, qui peuvent, dans l'environnement local, relarguer certains peptides. Alors, les non-peptidergiques vont produire d'autres types de molécules, mais vont aussi pouvoir produire certains de ces peptides. Et donc, on peut avoir toute une classification, et à l'heure actuelle, la classification, elle est très compliquée, elle est moléculaire, etc. Mais je vais juste vous donner quelques principes qui sont importants. Donc ici, on a regardé les neurones présents dans ces ganglions rachidiens qui innervent ces différentes régions, et on se retrouve avec un paysage comme ça, où on peut classer les neurones en fonction de s'ils sont A-bêta, A-delta ou C, et s'ils expriment certains peptides, la substance P, le CGRP, dont je viens de vous parler, ou d'autres canaux, mécanorécepteurs, etc. Et ici, les sensations auxquelles ils sont sensibles, par exemple thermosensation, ici thermosensation là beaucoup plus fort, la mécanosensation, etc. Et vous voyez tout de suite que, en fait, certains neurones vont pouvoir répondre à différentes stimulations. Donc ils vont être ce qu'on appelle polymodales. On n'a pas systématiquement une correspondance entre une fonction particulière et une autre. Ici, par exemple, ceux-là vont être sensibles à une mécanosensation forte et également à une modification thermique. Et l'autre chose qui est importante, finalement, c'est qu'on peut les classer en fonction des récepteurs qu'ils expriment, pas uniquement des peptides qu'ils relarguent. Et dans certains cas, c'est important puisqu'on a identifié, par exemple, des agonistes ou des antagonistes de certains de ces neurones. Ici, par exemple, le piment agit directement sur ce récepteur canal qui est également extrêmement important pour la sensation de chaleur. Et c'est pour ça que le piment brûle.
parce qu'il active directement le canal qui normalement est ouvert quand il est confronté à une sensation de chaleur. Okay, donc des neurones sensoriels, une multitude de neurones sensoriels, dont certains sont capables de médier différents stimuli, certains nocifs, d'autres non, qui se retrouvent dans ces ganglions rachidiens et qui innervent les différents organes. Et on va principalement donc parler aujourd'hui de ces neurones ici, qui sont nociceptifs, c'est-à-dire qu'ils sont spécialisés dans le relais et la transmission de l'information nociceptive, mais on parlera aussi de ces fibres A-bêta, qui sont, elles, importantes pour médier le toucher qui normalement n'est pas douloureux, mais qui, dans certains contextes, peut le devenir, et on y reviendra. Donc ces neurones sont présents dans la peau, encore une fois, donc j'en parlais, les articulations, les os, les vaisseaux sanguins, etc. etc. Comment est-ce que cette information est relayée, véhiculée ensuite au système nerveux? Et donc je disais, les corps cellulaires sont présents dans les ganglions rachidiens, situés à côté de la moelle épinière, et ces neurones envoient une autre branche axonale dans différentes couches de la corne dorsale de la moelle épinière. Ce qui est important, c'est que les nocicepteurs vont principalement dans la couche la plus superficielle, la couche 1, alors que d'autres axones vont dans des couches plus profondes, normalement, notamment les fibres importantes pour le toucher non douloureux. À partir de ce relais dans la moelle épinière, on a deux voies qui remontent, une voie spinothalamique qui va passer par différents relais dans le cerveau et qui va être importante pour l'aspect sensoriel de discrimination et de localisation de la douleur. Par exemple, quand on a mal quelque part au niveau de la peau, on a une assez bonne idée de où exactement on a mal. Et donc cette information est relayée via cette organisation. Et puis on a une autre voie, spino-suprabrachiale, qui elle va plutôt passer par d'autres structures, on y reviendra, qui va médier donc tout ce qui va être émotionnel et aversif en lien avec cette fois-ci la douleur. Donc la nociception, la douleur. Et ces différentes voies, on peut les représenter de différentes manières, mais on a toujours le noyau parabrachial qui lui va plutôt aller dans des régions qui sont comme le cortex insulaire ou le cortex antérieur singulaire, donc des régions impliquées dans les émotions et la réponse émotionnelle, et l'amygdale impliquée dans l'aversion, alors qu'on a une autre voie qui, elle, passe par le cortex somatosensoriel. Il y a aussi des voies descendantes de la douleur qui peuvent avoir une rétroaction sur le processus douloureux. Je vais très peu en parler aujourd'hui. Encore une fois, on ne va pas tout aborder, mais on va aborder certains points en particulier. Ok, alors, l'inflammation et la nociception, l'inflammation et la douleur, c'est bien sûr une longue histoire, depuis la définition justement de ce qu'est l'inflammation, dolor, calor, rubor, tumor et perte de fonction. Donc l'inflammation, alors ici on le voit sur le bras, mais c'est quelque chose qui peut arriver dans les organes internes, c'est une réaction stéréotypée à une agression externe, infection, trauma, allergie, etc., ou interne. C'est un processus universel, c'est-à-dire qu'on peut l'avoir dans tous les tissus, et la douleur est un des signes cardinaux. Donc tout de suite, ça on l'a vu, ça fait intervenir l'immunité innée adaptative et on va retrouver une inflammation dans un grand nombre de pathologies, une inflammation périphérique, un grand nombre de pathologies, les pathologies auto-immunes où le système immunitaire attaque des éléments du corps et donc on a des lésions, et donc qui dit lésion dit réponse inflammatoire, des pathologies métaboliques, des pathologies chroniques inflammatoires, et on en parlera un petit peu aujourd'hui, mais les maladies chroniques, inflammatoires chroniques de l'intestin, MICI, comme par exemple la maladie de Crohn, des pathologies vasculaires, des pathologies neurodégénératives, etc., etc.
et le vieillissement, où on a une légère augmentation de l'inflammation basale. Alors l'inflammation, pourquoi et comment est-ce que l'inflammation peut causer de la douleur? Donc on l'a vu dans la peau, mais c'est toujours... on va faire un petit récapitulatif. Donc les cytokines inflammatoires peuvent directement agir sur les terminaisons nerveuses des neurones sensoriels. Donc ici, c'est un exemple d'une terminaison nerveuse d'un neurone sensoriel nociceptif dans la peau. Et en fait, ce neurone a des récepteurs à toute une batterie de molécules inflammatoires qui sont produites et relarguées par les cellules immunitaires dans un contexte d'inflammation, de lésions, etc. On en a déjà parlé, l'interleukine 1 bêta, le TNF, les prostaglandines, etc., etc., etc. Et toutes ces molécules vont directement moduler l'excitabilité des terminaisons nerveuses, donc c'est extrêmement local, et conduire soit directement à une transduction douloureuse, donc à une activation de ce neurone. Donc une molécule purement immunitaire inflammatoire peut activer un neurone sensoriel nociceptif, mais souvent ce qui se passe, c'est qu'on va avoir plutôt une baisse du seuil d'activation de ces neurones, une sensibilisation de ces neurones à un autre stimulus neural. Donc on peut avoir les deux qui se passent, et les cellules dans le tissu qui sont présentes, qui peuvent produire, relarguer tous ces facteurs. Donc il y a différents types de molécules, des cellules de l'immunité innée, mais également des cellules de l'immunité adaptative comme les cellules T. Et aujourd'hui, on parlera des différentes cellules, on parlera pas mal de ces cellules qui sont les mastocytes, qui sont des grosses cellules remplies de granules, qui peuvent dégranuler assez vite. Elles sont importantes notamment dans les réactions allergiques, et elles peuvent comme ça très rapidement dégranuler, et en dégranulant, elles répandent, si on peut dire, dans le tissu différents composés, alors des molécules inflammatoires, mais ça peut aussi être par exemple des neurotransmetteurs, de l'histamine, c'est pour ça qu'on prend des antihistaminiques, etc., etc. Donc des cellules immunitaires qui peuvent produire des cytokines inflammatoires qui vont agir directement sur les neurones. Mais il y a également un vrai dialogue croisé entre les neurones nociceptifs et les cellules immunitaires et les signaux immunitaires. Et pourquoi et comment? Donc, ce qu'on a vu également dans le contexte de la peau, c'est que la stimulation d'une terminaison d'un neurone nociceptif, sensoriel et donc nociceptif, va conduire à l'activation, on va dire à la propagation de l'influx nerveux jusque dans la moelle épinière dorsale, mais va aussi conduire à la propagation du potentiel d'action dans les autres branches axonales qui sont situées en périphérie. Et ce processus, qui s'appelle le réflexe axonal, fait que, à ce moment-là, ici, on va avoir une activation locale de cet axone qui va, en fait, conduire au relargage local de ces fameux neuropeptides dont je parlais, CGRP et substance P notamment. Et ces deux types de composés, donc ici substance P ou ici CGRP, vont directement pouvoir agir sur ces mêmes cellules immunitaires qui sont présentes dans le tissu. Ici, par exemple, un mastocyte qui va pouvoir dégranuler et produire ces signaux inflammatoires. Et ici, dans ce contexte-là, CGRP qui peut agir sur ce récepteur ici, par exemple, sur des macrophages, et ça va conduire soit à la production de substances inflammatoires, soit anti-inflammatoires, etc. Donc on a non seulement des cellules immunitaires qui peuvent produire des cytokines qui peuvent agir sur les terminaisons nerveuses, mais on a une boucle de rétroaction ou d'interaction avec ces neurones qui eux-mêmes, en relarguant ces fameux peptides, vont agir sur les cellules immunitaires qui elles-mêmes vont produire, etc., etc. Et ce processus ici, c'est ce qu'on appelle l'inflammation neurogène,
c'est-à-dire que la stimulation d'un neurone nociceptif, c'est un neurone sensoriel, en conduisant à la production et au relargage de neuropeptides, peut en lui-même induire une inflammation. Donc on peut avoir une inflammation qui vient d'une lésion. Les cellules immunitaires qui sont recrutées au moment de la lésion produisent des cytokines qui vont activer ou contribuer à baisser le seuil de stimulation de ces neurones sensoriels. Mais on peut avoir aussi un stimulus, une activation des neurones sensoriels qui en fait va créer une inflammation locale en relarguant ces différents neuropeptides. Donc véritablement une interaction croisée. Et donc comme la présence de ces signaux module, on va dire, le seuil d'activation et de transduction du signal nociceptif, et bien en fait, on se retrouve avec des interactions croisées qui vont vraiment définir le seuil à partir duquel un neurone nociceptif va être actif. C'est-à-dire, on a ces cellules immunitaires qui produisent tous ces différents composés qui vont agir sur ces récepteurs. Ces récepteurs vont ensuite devenir plus ou moins sensibilisés à d'autres types de signaux, mais ils vont eux-mêmes relarguer, s'ils sont actifs, ces neuropeptides qui vont agir sur les cellules. Et donc, on a un véritable dialogue neuro-immunitaire entre des neurones et des terminaisons nerveuses, des cellules immunitaires et des molécules inflammatoires qui va définir à partir de quel seuil un neurone nociceptif est actif et relaie une information nociceptive de la périphérie jusqu'à la moelle épinière. Okay ? Alors, ça, c'est vrai dans un contexte d'inflammation manifeste. Donc, comme je le disais, une inflammation du tissu nerveux manifeste. Donc, on a soit une lésion, soit une inflammation neurogène, etc., etc. Mais en fait, ce qui est important à garder à l'esprit, et on y reviendra dans certains contextes, pas uniquement. C'est-à-dire qu'on peut avoir une activité ou une activation de certaines cellules immunitaires, par exemple ces fameux mastocytes, sans inflammation globale du tissu, définie canoniquement parce que c'est qu'une inflammation. Donc là, une activation de certaines cellules immunitaires, pas forcément dans un contexte inflammatoire global, qui peut conduire à une modification du seuil d'activité de ces neurones nociceptifs. OK ? Alors, qu'est-ce que ça fait, ça, ce genre de processus, ces interactions ? On va illustrer ça par des exemples pour que ça soit un petit peu plus clair. Alors, l'exemple classique, c'est le coup de soleil. Donc là, on n'est pas dans des pathologies trop terribles. Donc, le coup de soleil, c'est quoi ? C'est une légère brûlure. Et quand vous avez une légère brûlure de la peau, à ce moment-là, et que vous vous réexposez au soleil et que ça chauffe, un stimulus qui normalement ne serait pas douloureux le devient. C'est un objectif de protection, si on veut parler de manière finaliste. La présence d'un drap est insupportable, par exemple, mais c'est parce que vous avez abaissé le seuil d'activité ou de sensibilité des nocicepteurs qui fait que, à ce moment-là, un stimulus devient beaucoup plus fort. Donc, l'idée que les interactions neuro-immunitaires modulent le seuil d'activation et de sensibilité nociceptive en périphérie, vous voyez tout de suite que ça peut être quelque chose d'extrêmement important et global. Et à partir d'exemples très concrets, on voit comment est-ce que ça peut avoir des répercussions assez vastes. C'est-à-dire qu'on imagine toujours que la douleur, ou la nociception, pardon, je vous avais prévenu que j'allais mélanger les deux, mais je vais essayer de m'y tenir. La nociception, on imagine que c'est quelque chose d'extrêmement mécanique. Il y a un signal nociceptif, pof, ça remonte, paf, douleur. En fait, non. La nature du signal, l'intensité du signal et la manière dont il est
interprétée même au niveau complètement périphérique. Alors on n'est même pas du tout dans les composantes émotionnelles, cognitives de la douleur, mais simplement au niveau du tissu, sont véritablement modulées, adaptées, régulées par le contexte immunitaire local. Alors, dans le cas de la polyarthrite, on va prendre un autre exemple, on ne va pas faire tous les exemples, mais dans le cas de la polyarthrite rhumatoïde, donc c'est une pathologie auto-immune dans laquelle on a des épanchements synoviaux et on a en fait une attaque locale des différentes articulations qui crée des douleurs extrêmement, des douleurs douloureuses, non, je ne vais pas dire ça, mais voilà, c'est extrêmement douloureux. Et en fait, c'est une pathologie auto-immunitaire, donc c'est quelque chose qui commence très très progressivement et on va avoir tout au début finalement les premières étapes sont une inflammation locale et à ce moment-là, on peut avoir, là encore, des signaux douloureux qui vont être extrêmement amplifiés localement par l'inflammation, une inflammation très locale dans un contexte de cette pathologie. Donc, c'est toujours la même idée et on peut l'illustrer comme ça de manière extrêmement variée. Je voudrais juste préciser, parce que c'est quelque chose qui va revenir, donc les pathologies auto-immunes touchent majoritairement les femmes, les pathologies chroniques de la douleur touchent également majoritairement les femmes et on en reparlera. Donc, dans le contexte de l'innervation de la peau, des articulations, mais c'est vrai pour tout, c'est vrai pour la peau, les articulations, les os, les différentes structures, on va retrouver exactement les mêmes principes. Alors, qu'en est-il des douleurs viscérales? Et là, je voudrais faire un petit point particulier, parce que c'est justement sur un plan anatomique et cellulaire, le système viscéral a des particularités dont on va voir que ça peut avoir une influence sur la manière dont les douleurs viscérales se déclenchent, notamment aux manières chroniques. Alors les viscères sont innervés par également des neurones sensoriels qui sont situés dans les ganglions rachidiens. Ici, c'est un exemple au niveau du côlon où on voit que globalement, en grande partie, l'innervation des organes passe par le nerf splanchnique et le nerf pelvien. Et on a à peu près les mêmes voies qui remontent ici jusqu'à différentes structures du cerveau. On voit aussi qu'on a un petit peu plus d'activation dans les régions qui sont plutôt liées au côté émotionnel, dans le contexte des afférences viscérales, même s'il y a une projection vers le cortex somatosensoriel. Et c'est un des aspects qui fait que si on a une idée très précise de la localisation d'une douleur au niveau, par exemple, de la peau, les douleurs viscérales sont extrêmement diffuses. Ce n'est pas la seule raison, j'y reviendrai, mais c'est une énorme différence, en tout cas au niveau entre la peau, les articulations, etc. On a également des nerfs qui vont cibler de grandes parties des organes, donc là aussi quelque chose qui est beaucoup plus, on va dire, diffus. Et dans le contexte ici, ce qui est assez intéressant, ce qu'on peut voir aussi, c'est en dehors du fait que ces nerfs branchent et innervent des régions très très larges de certains organes, on a aussi des nerfs qui vont innerver en fait différents organes. Par exemple, ici, le côlon et la vessie. Alors, derrière ça, il y a l'idée d'une coordination physiologique, notamment entre le côlon et la vessie, pour réguler d'autres aspects. Mais dans ce contexte-là, on pense que le fait que ces neurones sensoriels puissent innerver différents organes pourrait même contribuer à ce que l'on appelle une communication interorganes dans le développement de certaines douleurs viscérales. Alors, ces neurones sont situés toujours dans les ganglions rachidiens à ce niveau-là, et une autre spécificité en fait de ces neurones qui innervent les viscères et qui ont donc une composante nociceptive, qui vont détecter donc les informations nociceptives dans les viscères, c'est qu'en fait ils naviguent dans des nerfs qui contiennent
les fibres du système nerveux autonome, notamment sympathique, donc le nerf cispontinique et pelvien. Et donc on va avoir une grande proximité entre ces nerfs qui médient la douleur et ces innervations du système autonome. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas complètement neutre parce que le système autonome est très important, notamment dans la médiation, par exemple, du stress, et dans une réponse au stress. Et on va avoir une communication assez particulière entre ces fibres nociceptives et ce système autonome. Enfin, une particularité aussi pour les douleurs viscérales, c'est que, comme vous le voyez, il y a quelques petits... il y a vraiment des ganglions rachidiens spécifiques au niveau de l'axe rostro-caudal, enfin en tout cas le long de la moelle épinière, qui sont dédiés à la nociception au niveau viscéral. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces neurones qui vont ensuite projeter dans la moelle épinière à certains niveaux, en fait, vont faire preuve d'une convergence. Okay? Donc des pans entiers, par exemple, de différents organes qui relaient une information potentiellement nociceptive vont converger sur des petites régions de la moelle épinière. Et cet aspect de convergence fait qu'on va avoir potentiellement plus facilement une activation de la moelle au niveau de ce type de douleur. Donc je parlais juste de l'innervation croisée, de l'innervation, du fait que cette innervation nociceptive est un petit peu particulière et du dialogue avec d'autres types d'innervation. Donc ils voyagent avec ces axones sympathiques et on les retrouve dans des régions chevauchantes et en grande proximité dans le tissu, ici dans le tractus gastro-intestinal. Il ne faut pas oublier non plus qu'on a une innervation par des neurones du nerf vague, qui ne sont pas, dans ce contexte-là, qui sont différents, mais qui vont relayer une autre information sensorielle, par exemple inflammatoire ou d'autres natures. Et on a vu que les différents relais du nerf vague, l'année dernière, vont remonter au niveau du cerveau et peuvent potentiellement converger vers des régions qui sont des régions relais de la douleur, où donc on va pouvoir avoir là aussi une convergence centrale qu'on n'a pas forcément dans d'autres contextes inflammatoires. Donc, des choses très communes, c'est-à-dire c'est à peu près le même type de neurones, à quelques exceptions près, on a beaucoup de neurones polymodaux, donc qui peuvent être là aussi activés par un panel assez large de stimuli, même nociceptifs, une organisation un petit peu particulière anatomique qui va induire une convergence particulière, une absence de spécificité, de localisation précise, donc des douleurs assez diffuses, et potentiellement une innervation qui recouvre différents organes et qui va pouvoir induire potentiellement, on va dire, des interactions, une sensibilisation interorganes. Alors, qu'est-ce que ces neurones sentent? Parce qu'on a vu dans la peau tout ce qui est nociceptif, tout ce qui est la régulation thermique, une lésion, d'autres perturbations, d'autres signaux nociceptifs. Dans le contexte des organes, et notamment par exemple du côlon ou de la vessie, en fait, on va avoir toute une série de signaux qui peuvent potentiellement activer ces neurones nociceptifs. Donc on peut avoir une disruption de la barrière intestinale, mais on va avoir également tout ce qui va être des déformations mécaniques brutales qui vont pouvoir aussi agir sur ces neurones sensoriels et différents signaux, infection, production d'ATP. Donc ça c'est quelque chose de générique quand on a une lésion et quand on peut avoir on va dire une extension trop forte de certains tissus, on va avoir là aussi production de ces composés, donc activation des neurones sensoriels, etc., infection. Et donc on va se retrouver dans un système assez similaire, donc là qu'il y a des similarités par rapport à la peau, où ces neurones sensoriels vont répondre à ces signaux, mais on a aussi la présence dans le tissu de toute une série de cellules immunitaires
qui, elles aussi, vont répondre à ces perturbations, vont produire des cytokines, qui vont pouvoir agir sur ces neurones sensoriels. Ces neurones sensoriels vont également produire des peptides localement, de la même manière que dans la peau, donc on aura une interaction croisée entre des stimuli nociceptifs, des stimuli mécaniques, des cellules immunitaires qui vont définir le seuil d'activation de ces neurones qui médient la sensation nociceptive jusqu'à la moelle épinière. Alors juste pour préciser, pour rappeler, on a toujours, même dans ces tissus, cette inflammation potentiellement neurogène avec des neurones sensoriels qui peuvent relarguer des neuropeptides. Alors dans ce contexte-là, ça va agir sur des cellules immunitaires, ça va aussi agir sur le tissu, c'est le cas dans la peau, mais c'est le moment de parler de cet exemple. Et ça, en fait, cette production de neuropeptides est importante pour la défense immunitaire, donc l'activation des cellules, puisqu'il y a lésion et potentiellement danger pour l'organisme, mais peut agir aussi directement sur l'épithélium dans le contexte, par exemple, du côlon ou du tractus gastro-intestinal. Et puis, on va avoir activation par ces neuropeptides, dans ce contexte-là, par exemple, de ces fameux mastocytes dont je parlais, qui sont en contact très proche avec les terminaisons nociceptives dans tout le tract gastro-intestinal et produire une dégranulation. Ce schéma sur lequel vous ne voyez rien, c'est tout petit, c'est écrit en tout petit, c'est juste pour ajouter une petite couche de complexité. En fait, la composition du microbiote intestinal et les différents composés qui peuvent passer la barrière peuvent également agir sur ces terminaisons nociceptives et moduler l'activation viscérale. Donc on a, dans ce contexte-là, véritablement une niche neuroimmunitaire qui va réguler la capacité de déclenchement, d'activation et le seuil de sensibilité de la nociception au niveau viscéral également. Donc on se retrouve avec le même concept, la même idée. Donc la nociception au niveau tissulaire est régulée par des interactions croisées entre les terminaisons nerveuses qui médient la nociception, des cellules immunitaires, des cytokines immunitaires et une interaction entre ces différents composés. Alors, dans quel contexte est-ce que ces interactions ou le seuil de ces interactions peut être régulé ? Alors, on a un contexte très particulier qui est celui du stress, et notamment la production de corticotropin releasing hormone, ou CRH, qui est normalement un facteur, qui est un facteur dans conditions de stress, qui est relargué au niveau de l'hypothalamus, mais c'est également une molécule qui est produite et relarguée au niveau intestinal. Et certaines cellules immunitaires sont particulièrement sensibles, et c'est le cas par exemple de ces fameux mastocytes qui peuvent dégranuler plus facilement dans des conditions de stress. Le système autonome aussi, je vous ai dit, les terminaisons du système autonome sont relativement proches des terminaisons nerveuses des neurones sensoriels nociceptifs, et là aussi, on peut avoir beaucoup plus facilement on va dire, un abaissement du seuil d'activation de ces fameux neurones nocicepteurs. Un contexte un autre contexte, qui sont les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, ou MICI, dont un exemple est la maladie de Crohn. Et je vais y revenir. Mais dans ce contexte-là, on a une inflammation. On a des crises inflammatoires du tractus gastro-intestinal qui abaissent énormément le seuil d'activation des nocicepteurs et donc sont associées à des douleurs extrêmement fortes au niveau justement viscéral. D'autres pathologies où cette fois-ci on n'a pas en apparence ce que je disais d'inflammation manifeste.
Alors, par exemple, on a des pathologies qui s'appellent des mastocytoses, où ces cellules, les mastocytes, c'est des pathologies où ces cellules sont hyperactives. Et ce qui a été observé, c'est qu'il y a les patients qui ont ces mastocytoses, qui ont d'autres symptômes associés à l'hyperactivité de ces mastocytes, ont des douleurs viscérales qu'on arrive à traiter en ciblant spécifiquement ces mastocytes, ce qui montre qu'en dehors d'un contexte purement inflammatoire ou de lésion, le seuil d'activité de certaines cellules immunitaires et la production de certains facteurs est effectivement, on va dire, important pour le déclenchement ou pas de douleurs dans le contexte, en tout cas, des douleurs viscérales. Et puis, le syndrome de l'intestin irritable, c'est une pathologie où on a justement de manière chronique des douleurs viscérales, mais à la différence des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin ou MICI, il n'y a pas de pathologie visible, d'inflammation claire dans les intestins. Et une des hypothèses, en tout cas, c'est qu'on retrouve de manière, sur des biopsies, on retrouve de manière associée, on va dire de manière assez claire, une association très forte des mastocytes avec les terminaisons nerveuses, un grand nombre de mastocytes et potentiellement un état activé. Et donc, il est possible que dans ce contexte-là, des interactions locales qui conduisent à l'activité particulière de ce immunitaire puissent participer. Alors, j'en profite justement pour vous dire que tout ce que je vous raconte aujourd'hui, dans le contexte des mécanismes moléculaires et cellulaires, est principalement généré à partir d'études chez l'animal, et notamment chez la souris, et que dès que je parle de pathologie, je mélange en général des données qui sont obtenues dans des modèles, encore une fois, précliniques, donc chez l'animal, où on explore les mécanismes de ces maladies. Mais quand je parle de pathologie en général, c'est des choses qui ont été ensuite confirmées chez des patients et qui ont été bien décrites. Voilà. Donc, je vais juste vous parler un tout petit peu pour vous montrer un exemple particulier donc, qui concerne les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Donc, dans le contexte des MICI, on peut voir ici, donc c'est un schéma avec on va dire ici c'est au niveau du côlon, donc au tractus en tout cas gastro-intestinal, les bactéries, la membrane, et ici on a les différentes couches. Et ces terminaisons sont des terminaisons nerveuses de neurones nociceptifs, et on peut voir que dans un contexte d'inflammation aiguë, donc dans le contexte d'une crise, on a activation de tout un tas de cellules immunitaires avec production de cytokines, prostaglandines, bradykines, histamine, NGF, etc., etc., production de toutes ces cytokines et activation des fibres viscérales afférentes, des fibres nociceptives qui vont elles aussi relarguer différents composés. Donc on a d'autres processus sur lesquels je ne reviendrai pas. Et ce qu'on a dans des phases de rémission, donc en absence véritable d'inflammation notoire, on a quand même détecté chez des patients des mastocytes qui continuent d'être relativement activés ou plus actifs, et on a très localement une augmentation d'histamine et de différents composés. Et donc ça, ce que ça veut dire, et on sait qu'il y a des douleurs viscérales dans des contextes de phase de rémission qui peuvent perdurer. Donc ça veut dire que la première chose, c'est qu'effectivement, on peut imaginer qu'une modulation immunitaire et le maintien dans le temps d'une modulation de certaines cellules immunitaires en périphérie puissent avoir un effet qui peut perdurer au-delà de l'inflammation, sur le seuil d'activation de douleur, par exemple dans ce contexte viscéral. Et ce qui a bien été montré, c'est que donc on sait que les facteurs qui sont relargués par les mastocytes, dans un contexte
de nociception viscérale ont majoritairement une influence nociceptive. Alors pourquoi est-ce que je précise ont une influence pro-nociceptive? Parce qu'en fait, je ne vous parle que d'augmentation de douleur, mais en fait, bien sûr, c'est plus compliqué que ça, parce que quand on a une inflammation, on a une douleur et puis on a une résolution, donc il y a des facteurs associés au système immunitaire qui participent à la résolution de cette inflammation et au changement de modulation du seuil. Donc j'en parle pas beaucoup aujourd'hui, mais c'est important de savoir que, bien sûr, ce n'est pas signaux immunitaires et cellules immunitaires qui stimulent la douleur. Elle régule, donc ça peut être dans un sens comme dans l'autre, elle régule le seuil d'activité des neurones nociceptifs qui peuvent conduire à la douleur. Donc dans ce contexte-là, douleur viscérale, on sait que les facteurs, ça a été bien montré, les facteurs qui peuvent être relargués par les mastocytes vont augmenter le signal douloureux, vont avoir une activité pro-nociceptive. Et aujourd'hui, il y a différentes stratégies qui sont envisagées ou réfléchies par les chercheurs, les cliniciens, pour cibler spécifiquement ces mastocytes et essayer dans différents contextes, notamment au niveau intestinal, dans le contexte des rémissions de ces MICI, mais aussi dans le contexte du syndrome irritable de l'intestin, de cibler en particulier ces cellules. Et donc on peut espérer, ou en tout cas on peut envisager qu'un traitement qui puisse cibler certaines cellules immunitaires et certains composés puisse apporter dans certains cas, c'est toujours dans certains cas, chez certains patients, on espère, des approches pour gérer donc, des symptômes douloureux. Quoi qu'il en soit, on se retrouve avec un système qui ressemble de manière très étonnante à ce qu'on peut observer dans la peau, dans les articulations, dans d'autres organes, où finalement on peut dire que la nociception est une propriété véritablement neuro-immune du tissu. Donc il faut quitter cette idée que signal nociceptif est transduit automatiquement. On a une interaction neuro-immunitaire croisée qui définit le seuil, qui ensuite est transmis au niveau de la moelle épinière. Et juste pour préciser, dans l'innervation particulière associée aux organes et aux viscères, on a une certaine convergence ici au niveau de la moelle épinière qui pourra être importante ou critique dans l'étape d'après, qui peut médier des douleurs, cette fois-ci de manière chronique, qui est ce qu'on appelle la centralisation ou la sensibilisation centrale, c'est-à-dire lorsque l'information qui est relayée ici au niveau de la moelle épinière devient amplifiée et ne corrèle plus à l'état neuro-immunitaire du tissu. Et donc on va aborder cette deuxième partie, où là maintenant, après avoir vu que les propriétés neuro-immunes du tissu dans la peau, dans les articulations, mais aussi au niveau des viscères, et donc en lien avec les douleurs viscérales, enfin les principes généraux, il y a des spécificités. Donc on s'est intéressé aux propriétés vraiment neuro-immunes du tissu et à la nociception. La nociception a un seuil qui est variable en fonction de toutes ces interactions. Et maintenant, on va parler de sensibilisation centrale. En fait, cette information n'est pas juste relayée à la moelle, et la moelle le relaie ensuite aux signaux, on va dire aux régions cérébrales. On a une vraie modulation du signal au niveau de la moelle, et la modulation de ce signal peut être altérée et conduire à des pathologies chroniques. Donc revenons à comment ce signal est relayé et qu'est-ce qui se passe au niveau de la moelle. Donc on a, je vous le disais, les nocicepteurs qui arrivent majoritairement, qui envoient leurs axones majoritairement dans les couches les plus superficielles de la colonne dorsale de la moelle, la couche 1, et d'autres fibres notamment qui médient le toucher, normalement non douloureux, qui vont dans des couches plus profondes, et puis ensuite on a les relais centraux. Donc si on veut schématiser, ce qui se passe normalement, on a ici des fibres des neurones nocicepteurs
qui médit qui relaie une information nociceptive et qui va conduire à activer des neurones dans la corne dorsale de la moelle qui va se traduire par de la douleur. Et on a des mécanorécepteurs des bas seuils, et les mécanorécepteurs à bas seuil, c'est comme ça qu'on dit en français, et notamment, largement, ces mécanorécepteurs sont ces fameuses fibres A-bêta myélinisées qui médient le toucher dans la peau, là on a vu. Ces mécanorécepteurs à bas seuil, eux, ciblent d'autres neurones qui vont relayer l'information du toucher. Et normalement, ces deux voies, entre guillemets, sont ségrégées. En fait, elles ne le sont pas complètement. On a une petite composante ici, donc quand on a du toucher, qui peut activer la douleur et inversement. Et c'est ce qui fait que dans certains contextes, la pression peut éliminer ou réduire la douleur. C'est quelque chose que vous avez tous vécu, ou dans certains contextes, quand on fait une pression, ça peut, et ça véritablement diminue le relais de l'information nociceptive dans ce contexte-là. Donc on n'a pas complètement de ségrégation de ces deux voies. C'est comme ça qu'on dit. Voilà. Ouais. Alors qu'est-ce qui se passe dans un contexte de relais de l'information douloureuse et dans des contextes on a toujours une information nociceptive qui est reliée de la même manière, mais dans un contexte de douleur chronique, prolongée, maintenue, on va avoir ce qu'on appelle de l'hyperalgésie, c'est-à-dire qui peut être liée à un niveau local, mais qui va être aussi liée à une amplification située au niveau de la moelle. Qu'est-ce que c'est l'hyperalgésie? C'est qu'un même signal douloureux est relayé de manière plus forte et donc va être ressenti de manière plus forte. Donc on peut avoir une hyperalgésie qui est liée, comme je vous l'ai dit, à une modification locale dans le tissu, mais là on ne parle pas de ça. On parle d'un signal qui est le même, mais qui cette fois-ci va conduire à une activation plus forte des neurones qui relaient l'information nociceptive depuis la moelle jusqu'au cerveau. OK ? Et c'est ce qui se passe quand on a des informations douloureuses, répétées, etc. Alors comment est-ce que ça se passe sur un plan mécanistique? On a en fait, là encore une fois, le relargage de certains neurotransmetteurs comme le glutamate, mais aussi de neuropeptides, on retrouve encore les mêmes, etc., qui vont en fait augmenter et influer sur différents récepteurs, notamment le fameux récepteur NMDA qu'on a vu la semaine dernière, et dont on a vu qu'il modifiait la manière dont un neurone peut répondre à une activité sensorielle. Et donc ça va augmenter l'activité des neurones de deuxième ordre, c'est-à-dire pas les neurones qui vont du tissu jusqu'à la moelle, mais les neurones qui vont de la moelle jusqu'aux centres centraux. Et donc on a une amplification du signal nociceptif à ce niveau-là, hyperalgésie. Mais ce qu'on a aussi, ce qui peut se produire, c'est ce qu'on appelle de l'allidonie, c'est-à-dire qu'un stimulus qui n'est pas normalement douloureux le devient. Et comment est-ce que ça se passe? Par exemple, une hypersensibilité à un stimulus, une hypersensibilité mécanique. Douleur ne devrait pas être là. Une hypersensibilité mécanique, et donc un stimulus qui normalement de toucher ou de distension, par exemple, dans le côlon, va devenir douloureux, alors que normalement, il n'est pas douloureux, il est médié par des fibres qui sont ces fameux mécanorécepteurs à bas seuil. Et ça, cette activation, cette amplification, qui peut faire partie d'une douleur normale, la douleur est amplifiée parce que la douleur est un signal important, entre guillemets, pour la préservation de l'individu, mais lorsque cette réponse amplifiée est maintenue dans le temps, indépendamment de la périphérie, c'est ce qu'on appelle la sensibilisation centrale, ça va conduire à des pathologies dans des pathologies de la douleur chronique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à ce moment-là, le signal qui est transmis au niveau de la moelle ne va plus être corrélé à la périphérie, mais va être amplifié.
amplifié en ce qui concerne la douleur et parfois transformé en douleur, alors que normalement, il véhicule une information qui est non douloureuse. Alors on observe ça dans des pathologies inflammatoires chroniques et également dans des pathologies où on a des lésions nerveuses. Donc là, on a des douleurs neuropathiques, le nerf se met à être actif beaucoup plus. Et donc en fait, on a une modification au niveau de ce premier niveau de sensibilité. Donc, dans le tissu, les interactions neuroimmunitaires vont vraiment régler le seuil d'activation de cette premier relais nociceptif, mais on a après potentiellement une amplification au niveau de la moelle épinière, et lorsque cette amplification est maintenue indépendamment de la périphérie, on va avoir véritablement l'apparition de douleurs qui peuvent être des douleurs chroniques qui sont décorrélées de ce qui se passe au niveau du tissu. Ok ? Ouais ? Bon. Et donc ça, c'est bien. Et ça, donc ça, on a une hyperalgésie et une allidonie, donc des stimulus qui sont normalement non douloureux qu'ils deviennent. Et alors, là aussi, on va retrouver, au niveau de cette sensibilisation centrale dans la moelle, on va retrouver des interactions neuroimmunitaires, ou en tout cas la participation de certaines cellules immunitaires à ce processus particulier. Alors, comment est-ce que ça se passe, cette modification, cette amplification dans la moelle dorsale? Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que au niveau nerveux, c'est des boucles d'interaction croisées entre différents types d'interneurones, etc., qui permettent de désinhiber certaines connexions nerveuses, mais je vais vous donner Et puis, en fait, ces désinhibitions sont différentes en fonction d'une douleur inflammatoire ou d'une douleur neuropathique. C'est des choses qui ont été bien étudiées chez l'animal. Mais ce qu'on peut voir ici, donc on a différentes fibres. Donc c'est les fibres nociceptives A bêta et les fibres C arrivent dans la couche 1, notamment de la moelle épinière, alors que par exemple ces fibres ici myélinisées A bêta qui relaient le toucher, un toucher non douloureux, arrivent plutôt dans des couches plus profondes. Et on a ici les neurones de projection, donc c'est les neurones qui relaient l'information nociceptive vers les centres cérébraux. Et vous voyez qu'on a toute une série d'interneurones excitateurs ou inhibiteurs qui relient en fait les différentes fibres et les différentes neurones de projection. Et donc ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir globalement une désinhibition de ces connexions qui font que ces neurones vont devenir plus électriquement actifs. Donc désinhibition qui va faire intervenir différents types d'interneurones, les PKC delta, les calrétinines, enfin, il y a toute une boucle. Et en fonction de l'inflammation et du signal, on va avoir des désinhibitions différentes, mais qui conduisent à ce processus d'allidonie, c'est-à-dire du fait que certaines fibres qui relaient normalement un stimulus non douloureux le deviennent et vont activer ces signaux, ces neurones qui relaient l'information douloureuse. Donc des boucles de désinhibition, une modification, mais ce qui se passe aussi, et vous le voyez en gris sur ce schéma, c'est qu'au milieu de tous ces neurones, on va retrouver des cellules qui sont des cellules immunitaires qui s'appellent des microglies. Et donc, c'est des cellules qui sont présentes dans le parenchyme. On en a parlé plusieurs fois au cours des différents cours, mais très rapidement, qu'est-ce que sont les microglies ? Ce sont les macrophages résidents de la moelle épinière et du cerveau. Donc, c'est des cellules immunitaires qui sont extrêmement importantes dans un contexte d'infection, de résolution de lésions, d'infection, d'inflammation, parce qu'il y a très peu de cellules immunitaires qui sont présentes à l'état de résidence dans le cerveau à cause de la barrière hémato-encéphalique. Donc les microglies sont là, elles sont présentes dans tout le tissu, etc. C'est 5 à 10% des cellules du cerveau, donc c'est quand même conséquent. Donc elles ont des fonctions immunitaires, mais elles ont aussi un rôle dans la régulation des circuits
ça a été montré ces 20-25 dernières années, ces cellules sont capables d'interagir directement avec les neurones avec lesquels elles sont en contact pendant le développement des circuits, la physiologie et également dans presque toutes les pathologies cérébrales, des pathologies neurodégénératives notamment. Donc, qu'est-ce qui a été montré sur ces cellules immunitaires dans le cerveau, dans le contexte de cette amplification et notamment de cette hyperalgésie et de cette allidonie? Donc, ce qui a été bien montré maintenant, il y a un peu plus d'une, oui, il y a un peu plus d'une dizaine, il y a 15 ans à peu près, ce qui a été bien montré, c'est que en fait, dans cette région, on a une activation suite à l'activité neuronale, notamment des fibres nociceptives, dans cette région particulière de la colonne dorsale de la moelle épinière. On va avoir une activation de ces cellules immunitaires, notamment par des signaux qui sont relargués en même temps que les neurotransmetteurs ici glutamatergiques, qui sont l'ATP, qui vont agir sur des récepteurs purinergiques qui sentent l'ATP, et que cette activation de ces cellules microgliales est requise pour l'amplification du signal nociceptif dans la corne dorsale. Alors comment est-ce que ça passe? Il y a plusieurs voies. La première voie qui a été montrée, c'est une production de cette petite molécule, le BDNF, qui agit sur les terminaisons nerveuses et qui va faire plusieurs choses, qui va changer, en agissant sur le chlore, qui va changer l'effet d'un neurotransmetteur normalement inhibiteur qui s'appelle le GABA, qui va devenir excitateur, et module également l'activité de certains canaux excitateurs. Et donc tout ça va conduire à quoi? À une hypersensibilité des neurones de projection ou à une désinhibition quand il s'agit de certains interneurones. Donc il y a un relais dans la moelle épinière pour que l'amplification du signal nociceptif se passe. Il faut que ces cellules immunitaires résidentes du tissu soient là, soient activées, et elles participent au relais de cette information nociceptive. Donc là, on a une deuxième étape, on va dire, d'interaction neuroimmunitaire extrêmement forte, qui est qu'on règle le seuil au niveau périphérique, mais ce sont des cellules immunitaires dans la moelle épinière qui vont être importantes, notamment pour ce processus d'allidonie, c'est-à-dire le fait qu'un signal qui normalement n'est pas douloureux le devienne. Et chez l'animal, toutes ces études ont été faites chez l'animal, si les microglies ne sont pas activées ou ne sont pas actives, on n'a pas de développement de cette hypersensibilité, notamment hypersensibilité mécanique. Alors de nombreuses études, depuis ces études initiales, qui sont schématisées ici, donc les neurones nociceptifs relarguent du glutamate et de l'ATP, l'ATP va sur les microglies modifient les neurones, etc. Donc maintenant, il y a une dissection, donc ça c'est vraiment une revue très récente. Les microglies sont impliquées par plein de voies moléculaires différentes, là encore je ne vais pas les détailler, dans ce processus d'amplification centrale qui, lorsqu'il est maintenu, est véritablement pathologique. Donc via différentes molécules, des voies moléculaires différentes, et ça je ne rentrerai pas dans les détails. Et donc en fait, on a abouti à une vision qui est que pour passer d'une lésion ou d'un signal nociceptif périphérique à une douleur qui persiste, soit qui persiste dans le temps, soit qui même persiste alors que ce signal peut avoir disparu ou qu'il n'y a plus de signal nociceptif mais qu'il n'y a plus que des signaux normalement non douloureux, il y a une participation active de cellules immunitaires que sont les microglies. Alors, pas que, il y a d'autres acteurs cellulaires qui sont les astrocytes, qui sont d'autres cellules non neuronales présentes dans le cerveau qui ne sont pas immunitaires, mais si les microglies sont absentes, il n'y a pas cette amplification très particulière dans le contexte de la douleur neuropathique qui conduit donc à cette persistance. Donc voilà, on en était là en 2015, donc il y a 10 ans. Les cellules immunitaires qui sont présentes dans la moelle sont importantes. Et puis,
Et puis voilà, et puis on s'est rendu compte que oui, les microglies sont essentiels, mais en fait uniquement dans les souris mâles. Et là, il faut faire un petit détour. On va faire un petit détour. Mais donc on s'est rendu compte de ça, et que en fait, chez les femelles, les cellules qui étaient importantes dans ce contexte-là pour médier cette hypersensibilité, notamment mécanique, donc c'est-à-dire un stimulus qui normalement n'est pas douloureux, en fait c'était d'autres cellules du système immunitaire qui étaient les lymphocytes T. Et là c'est important de faire une petite pause parce que pourquoi et comment on s'est rendu compte de ça et quelle implication ça peut avoir par rapport à la recherche dans le contexte des pathologies, notamment de la douleur chronique. Donc on sait depuis très longtemps qu'il y a énormément de pathologies qui ont un dimorphisme sexuel. Et donc là, je parle de dimorphisme sexuel. Il y a quelques études sur le genre, notamment aussi dans des contextes de transition d'exposition à certaines hormones stéroïdiennes qui sont en cours et qui sont intéressantes aussi. Mais là, pour l'instant, je parle d'identité sexuelle dans les pathologies et chez l'animal, donc des souris qui sont mâles ou femelles, donc c'est vraiment l'identité sexuelle. Donc on sait qu'il y a vraiment un dimorphisme sexuel dans un grand nombre de pathologies, des pathologies de la douleur chronique, anti-inflammatoire, et on sait aussi maintenant qu'il y a un énorme dimorphisme sexuel au niveau du système immunitaire. Donc, les pathologies auto-immunes sont une illustration, mais pas que. Le système immunitaire est un système qui est éminemment sexuellement dimorphique, et on va retrouver associés des pathologies qui ont vraiment des biais plutôt chez les hommes ou plutôt chez les femmes. Et dans les pathologies de la douleur chronique, c'est flagrant, et c'est quelque chose qui finalement a été bizarrement, ou pas bizarrement, a été assez peu étudié. Donc on sait ça. Vers la fin du XXe siècle, c'était quelque chose qui était extrêmement clair dans toutes les études chez l'homme. On a commencé à vraiment s'intéresser au dimorphisme sexuel, aussi bien dans les douleurs de la pathologie, dans les pathologies des douleurs chroniques que dans les essais cliniques. Et en fait, les études, on va dire, mécanistiques chez l'animal ont mis beaucoup plus longtemps à suivre, parce que pendant très longtemps, la majorité des études, donc ici, étaient faites très majoritairement sur des souris d'individus de sexe mâle. Et c'est quelque chose qui a perduré. Vous voyez, en 2015, quand même, les études ici, c'est les journaux qui sortent dans la revue Pain, donc douleur, voilà. Très majoritairement mâle. Et donc en fait, il y a eu un énorme effort, et je tiens à préciser que dans le domaine de la douleur, c'est pratiquement un domaine exemple, ce qui est un petit peu effrayant, un domaine exemple où véritablement maintenant l'identité sexuelle, mâle ou femelle, est plus prise en compte, et de manière non étonnante, on commence à voir de plus en plus de différences entre les mâles et les femelles sur les mécanismes, les molécules et les mécanismes sous-jacents entre mâles et femelles. Alors aujourd'hui, ce qui est très problématique, c'est qu'il y avait une grande initiative du NIH pour considérer sex as a biological variable, donc le sexe comme une variable biologique importante. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'initiatives de cet ordre-là? Mais parce que de comparer les mâles et les femelles, les hommes et les femmes, c'est 2 fois plus de travail, voire même parfois un peu plus, et que donc, sans que ces initiatives soient soutenues, encouragées et financées, en général, elles ne peuvent pas avoir lieu. Et pendant très longtemps, l'explication, qui n'en était pas une, était que finalement, les femelles étaient beaucoup plus variables à cause des cycles hormonaux. C'est quelque chose qui n'est absolument pas vrai, qui a été très bien maintenant débunké, on va dire, pour utiliser une terminologie actuelle, et que donc il n'y a absolument plus de raison de ne pas considérer ou explorer ces différences. Et dans le contexte des pathologies de la douleur et du système immunitaire, c'est
particulièrement important. Et le fait que les interactions neuroimmunitaires participent de manière clé au développement et à la médiation de la douleur ne sont qu'un argument de plus pour véritablement prendre ça en considération. Donc, un dimorphisme sexuel neuroimmunitaire qualitatif dans cette première étape d'amplification chez les mâles, et donc ça c'est chez la souris, bien sûr, ce sont les microglies, et chez les femelles, ce sont les lymphocytes T qui font à peu près la même chose par des voies très différentes. Alors on commence juste véritablement à explorer ce que font ces cellules immunitaires dans le contexte de cette amplification dans la moelle. Et il y a des choses très intéressantes qui sortent. Là encore, ce sont des études en cours. Par exemple, des lymphocytes T régulateurs dans les méninges. Alors les méninges de la moelle, les méninges sont tout autour du cerveau, mais elles sont aussi tout autour de la moelle. Et on a aussi un équivalent de méninge autour des ganglions rachidiens. Donc là, c'est la moelle ou les ganglions rachidiens, mais ces cellules qui sont tout autour. Donc ces travaux récents montrent que dans ce contexte-là, des lymphocytes T régulateurs, qui sont aussi importants dans le déclenchement de l'auto-immunité, on va dire, sont essentiels parce qu'ils réduisent la nociception, mais uniquement cette fois-ci chez des souris femelles. Et là encore, c'est dans un contexte de douleur neuropathique et d'alidonie, donc un stimulus devient douloureux. Donc là, on parle de seuil d'activation d'une sensibilité mécanique. Et donc, ce qui est montré, c'est que ceci n'est vrai que chez les femelles. C'est un processus qui est dépendant des hormones. Donc, on a une protection par des lymphocytes T régulateurs qui est dépendant des hormones. Donc, ça veut dire aussi qu'en fonction des variations, des fluctuations d'hormones, au cours de la vie, on peut imaginer que ça puisse avoir un effet. Et la manière dont ces cellules, ces lymphocytes T régulent cette nociception, c'est en produisant directement une molécule qui a un opioïde endogène qui est l'encéphaline et qui a une action antinociceptive. Donc ça, c'est des choses qu'on a découvertes l'année dernière. Il y a des lymphocytes T dans les méninges, au niveau de la moelle, qui produisent de l'encéphaline, qui ont une activité analgésique sur ce premier relais et qui vont diminuer la manière dont la nociception est relayée. C'est indépendant de l'effet immunosuppresseur des lymphocytes T. Et c'est des choses qui sont faites chez la souris avec les contrôles. On peut remettre les cellules, enlever les cellules, moduler ce qu'elles expriment, etc. On a un vrai raffinement mécanistique. Donc il y a encore énormément de choses à découvrir. Et donc potentiellement, les interactions neuroimmunitaires dans la modulation des voies de la nociception au niveau de la moelle épinière sont potentiellement intéressantes. Il y a aussi des voies diverses qui ne sont pas modulées en fonction du sexe. Et par exemple, on sait que les microglies sont aussi capables de dégrader des structures qui sont situées autour de certains neurones, qui sont des structures de protéoglycans, de matrices extracellulaires, qui, lorsqu'elles sont dégradées, rendent les neurones hyper excitables et potentiellement sensibles. Et donc là aussi, c'est des choses qui sont assez récentes, qui datent d'il y a quelques années, avec l'idée que l'activation de la microglie peut avoir tout un tas d'effets, et potentiellement des effets même structuraux, qui pourraient avoir un impact à plus long terme que la modulation locale et temporellement contrôlée de l'activité. Donc ici, ce qu'on voit, c'est qu'on a véritablement des interactions entre des cellules du système immunitaire et des neurones au niveau central dans la moelle épinière, qui sont sexuellement dimorphiques, qui peuvent faire intervenir les microglies ou les lymphocytes T, et qui vont réguler la manière dont l'information nociceptive est transmise au niveau central. Et ça, c'est très important parce qu'une mise en place et un maintien de cette amplification centrale est vraiment, la sensibilisation centrale, c'est ce qui est clé, qui se produit dans les pathologies chroniques de la douleur, où
en absence d'un stimulus périphérique, ou alors un stimulus qui normalement n'est pas douloureux, ou alors un tout petit stimulus douloureux peut devenir une douleur majeure, chronique et persistante. On a une dissociation entre la périphérie et l'information qui est relayée déjà au niveau de la moelle épinière. Donc quand on dit c'est dans la tête, ça peut être aussi dans la moelle. Et ça ne veut pas dire que la douleur n'existe pas. Alors des exemples de pathologies où on a une centralisation de la douleur, donc on passe du tissu vraiment à une douleur centrale dans la moelle épinière, ça va être les polyarthrites rhumatoïdes, à un moment donné où au bout de certaines séries d'inflammations chroniques, la douleur devient centrale et là les anti-inflammatoires qui luttent contre l'inflammation périphérique ne marchent plus. Parce que la douleur n'est plus une information périphérique, la douleur vient d'un problème de plasticité et de réorganisation des circuits dès la moelle épinière, mais qui se fait encore en interaction avec des cellules du système immunitaire et des signaux immunitaires et les neurones. Donc on passe véritablement de la périphérie à la centralisation, c'est un changement et une modification durable de la plasticité des circuits qui, même si elle se fait en dialogue avec les cellules immunitaires et qui fait intervenir des cellules immunitaires, peut perdurer dans ce contexte-là. Donc on a aussi les douleurs persistantes. On peut avoir des douleurs persistantes dans le contexte des douleurs viscérales, syndrome de l'intestin irritable, qui restent là et qui peuvent être centralisées. Et une des manières dont on voit que la douleur est centralisée, c'est quand les anti-inflammatoires ou les traitements périphériques ne marchent plus. Et donc c'est très important de dissocier tout ça, et c'est fait à l'heure actuelle, pour véritablement adapter les traitements aux pathologies. Donc, dans le contexte des MICI et des MICI en rémission, on peut avoir donc, des traitements très périphériques, mais on passe assez vite aussi à des antispasmodiques, des opioïdes, on peut avoir des antiépileptiques dans d'autres types de pathologies qui vont véritablement, cette fois-ci, cibler le système nerveux. Okay ? Donc, si on veut remettre ça dans un contexte plus général, en fait, les interactions neuroimmunitaires sont véritablement, quand on considère la douleur, on peut réfléchir aux interactions neuroimmunitaires sur une échelle qui au moins va de la périphérie jusqu'à la moelle, parce qu'on a une définition du seuil de sensibilité des neurones nociceptifs, et on a un gain et potentiellement une pérennisation et une déconnexion de la périphérie via cette amplification et cette sensibilisation centrale qui peut se produire et qui fait intervenir également des cellules du système immunitaire. Alors on va très rapidement, mais ça tombe bien parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de neuroimmunité là-dedans, on va parler maintenant, mais très très vite, mais cette fois-ci d'un cas extrême qui est, mais quand à ce moment-là la douleur devient véritablement à une origine centrale, c'est-à-dire là on a parlé de quelque chose de périphérique qui peut relayer une sensibilisation centrale, mais qu'est-ce qui se passe quand la douleur est véritablement déclenchée, relayée, contrôlée au niveau central? Et alors là je me suis permis une petite liberté pour les puristes. Donc je parle de la douleur vient d'une pathologie centrale, mais on va aller très vite, je vais juste vous dire 2-3 choses. J'ai illustré ça avec 2 pathologies très très différentes. La première, on n'a aucun élément clair pour penser qu'il y a des interactions neuroimmunitaires, mais je voulais quand même parler du concept. Et une autre pathologie qui en général n'est pas considérée complètement comme une pathologie de la douleur centralisée, mais je pense que c'est intéressant dans ce contexte-là, qui est la migraine. Donc la fibromyalgie, c'est l'exemple typique de la douleur centralisée. Qu'est-ce que c'est ? C'est une maladie qui est extrêmement fréquente, qui touche majoritairement des femmes, qui peut avoir un grand nombre de symptômes, qui peut être extrêmement handicapante. Mais donc ici, on a des symptômes cardinaux et puis des symptômes annexes, mais qui est en fait une pathologie où on a de manière très diffuse une douleur
notamment musculaire et au niveau des articulations, qui est générale. Et ce qu'on sait maintenant, c'est qu'il n'y a pas d'inflammation périphérique. Quand on fait de l'imagerie cérébrale et qu'on regarde les centres de la douleur, les centres de la douleur sont activés et on sait que c'est une pathologie qui est centralisée, qui est la douleur dans cette pathologie est véritablement contrôlée par l'activité de la moelle ou cérébrale. En tout cas, les aires cérébrales sont hyperactivées, de la douleur sont hyperactivées dans ces pathologies. Alors, quelles sont les voies, les régions qui sont activées principalement? Donc, on va retrouver une activité accrue au niveau du cortex antérieur singulaire, du cortex préfrontal, de l'insula, mais aussi du thalamus, etc. Et pour l'instant, les gens ont regardé, il y a des signes d'activation de certaines cellules gliales, notamment des microglies en centrale, mais il n'y a absolument rien de causal. Et bien sûr, ce qui est très compliqué pour avancer dans le traitement ou le diagnostic de ces pathologies, ou en tout cas le pathomécanisme, c'est qu'il n'y a pas de modèle préclinique, donc animal, qui permette de véritablement avancer. Et en tout cas, il y a des pathologies où la douleur ne vient pas de la périphérie, la douleur est générée par le système nerveux. Alors, à l'opposé presque de cette douleur diffuse, globale, permanente, je vais dire deux mots de la migraine. Deux mots, je vous promets, de la migraine qui, encore une fois, n'est pas classiquement considérée comme une pathologie centrale, mais qui, en fait, démarre et est contrôlée par le système nerveux central. Et donc, dans ce contexte-là, c'est intéressant. Et on peut espérer que... Et ça fait intervenir des interactions neuro-immunes. Donc, et c'est une des pathologies pour lesquelles il y a eu un développement de certains traitements neuro-immunitaires. Donc, voilà. Donc c'est une pathologie extrêmement fréquente qui touche aussi majoritairement les femmes. On a différentes phases. Il peut y avoir une aura qui n'existe pas, qui est présente uniquement dans 15 à 20% des patients. Et donc une phase aiguë de mal de tête intense, mais aussi de nausées, qui peut avoir des nausées, des vomissements, énormément de symptômes qui peuvent être associés, des douleurs dans le cou, etc., etc. Donc la migraine, bizarrement, encore une fois, c'est une pathologie qu'on ne comprend pas complètement, même si on comprend bien certains aspects. Et notamment, c'est dû à son côté épisodique, qui n'est pas évident à suivre, en tout cas en imagerie, mais qui fait intervenir cette innervation très particulière des neurones nociceptifs du noyau trijumeau, qui innerve majoritairement les méninges. Donc, le noyau trijumeau, ce petit noyau ici, donc là on a le vague, on a ces fameux neurones sensoriels dont je vous ai parlé pendant plus d'une heure, etc. Donc c'est les voies nerveuses sensorielles nociceptives. Et ces noyaux du trijumeau vont innerver les méninges, etc. et toute la face, mais vont projeter vers des centres cérébraux qui vont activer tout un tas de structures. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la migraine? Ce qu'on sait maintenant bien, c'est que la migraine commence par une activation, probablement ici au niveau du liquide céphalorachidien, de ces noyaux, de ces neurones trigéminaux. Une hypothèse, mais c'est une hypothèse, on ne sait pas encore, c'est qu'il y aurait, ça viendrait d'une modification de l'activité de certains circuits cérébraux, notamment avec une onde de dépression corticale, qui conduirait à la production de certains composés dans le liquide céphalorachidien et qui, soit directement, soit via l'activation de certaines cellules immunitaires, conduirait à l'activité ou au déclenchement de l'activité de ces fibres. Alors, via ce réflexe axonal, donc il y a une propagation qui va vers le cerveau, mais on a aussi une propagation le long de cette autre branche. Et à ce moment-là, cette autre branche, encore une fois, innerve toutes les méninges. Les méninges dans lesquels il y a des cellules immunitaires, des vaisseaux sanguins, etc., etc. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'on va avoir le déclenchement d'une inflammation immunogène, donc relargage de différents neuropeptides. Et on sait qu'un des neuropeptides clés dans la migraine, c'est le CGRP,
injecter du CGRP est suffisant pour déclencher une migraine chez des patients migraineux. C'est des expériences qui sont faites sous contrôle, je tiens à le dire. Donc on a relargage de CGRP qui va activer toutes ces cellules immunitaires, qui va conduire à vasodilatation, modification, etc., inflammation immunogène dans les méninges, et c'est ça qui cause et qui va déclencher notamment les maux de tête. Mais on a aussi une sensibilisation centrale qui, dans ce cas-là, est réversible. On a une hyperactivité des neurones du trijumeau et on va avoir aussi une sensibilisation centrale avec une hyperactivité neuronale de tous les centres qui sont en aval de ces noyaux et qui vont conduire et expliquer une partie des symptômes qu'on observe, y compris, par exemple, certaines douleurs qu'on peut avoir dans la nuque, une hypersensibilité à la lumière, etc., etc. Et donc, pourquoi je vous parle de la migraine ? Parce que c'est un exemple d'interaction neuroimmunitaire. Donc, même si là, c'est quelque chose de transitoire, l'origine vraiment est neuronale, et c'est on va dire une des pathologies dans lesquelles le fait de comprendre ces interactions neuroimmunitaires a permis de développer des nouvelles approches thérapeutiques, notamment ciblant le CGRP. Donc en fait, le CGRP, qui est une molécule qui se lie sur ces récepteurs ici, ces dernières années, on a vu le développement de traitements qui sont des anti-CGRP ou des anti-récepteurs CGRP qui ont été développés, qui sont des traitements bioactifs et dont on comprend, qui ont été designés, qui ont été construits, conçus et réalisés avec l'idée de bloquer cette voie CGRP dans le contexte de l'inflammation immunogène. Et on a différentes cibles, les vaisseaux sanguins, etc., où on a normalement production de CGRP, relagage de CGRP qui va agir sur toutes ces cibles, de la dilatation des vaisseaux sanguins à l'activation de certaines cellules, et notamment macrophages, mastocytes, etc. Et donc les différentes cibles de ces molécules, de ces composés sont un petit peu différents, par exemple de traitements comme le triptan, qui sont utilisés dans la majorité des cas. Et donc, ces molécules anti-CGRP ou anti-CGRP récepteurs, ça ne sont pas des molécules pour l'instant miracles, on aimerait bien, mais c'est des molécules qui sont utilisées dans le contexte de la prévention des crises, en préventif, et qui sont efficaces dans à peu près la moitié des patients, et qui peuvent donc réduire l'apparition des crises avec... par contre, quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'il y a très peu d'effets secondaires. Pour l'instant. C'est des molécules qui ont été développées en 2018, donc on est encore dans la... Mais les résultats sont en cours. Et il y a d'autres molécules basées justement sur la connaissance de ces interactions neuroimmunitaires qui sont en train d'être développées, aussi bien au niveau de la migraine que justement au niveau des mastocytes, dans le contexte des douleurs viscérales. Donc, pour finir, si vous êtes encore là, j'espère que je vous ai convaincu que dans le contexte de la douleur, véritablement, on peut repenser ce qu'est la nociception et la douleur, et les interactions, et la contribution des interactions neuroimmunitaires pour véritablement voir comment est-ce que ces interactions neuroimmunitaires sont essentielles, aussi bien dans le tissu que dans le transfert de l'information nociceptive au niveau de la moelle épinière, l'amplification de cette douleur et potentiellement la pérennisation de cette douleur, et également, dans un cas assez particulier d'une douleur qui a une origine centrale comme la migraine, également des interactions neuroimmunitaires. Et donc si on revient à l'idée de nociception et douleur, finalement, on peut envisager et réfléchir aux interactions neuroimmunitaires à ces différentes étapes où on va retrouver le réglage du seuil, le niveau central de sensibilité et, on ne le sait pas encore, mais potentiellement des choses à découvrir sur la réorganisation
des circuits dans ce contexte-là. Donc le tissu, régler le seuil, ça peut devenir des pathologies, cette fois-ci de la plasticité du système nerveux de manière chronique, mais à ce moment-là, il y a encore des cellules immunitaires qui interviennent et potentiellement des choses à découvrir dans le dimorphisme sexuel, qui est très important au niveau du système immunitaire, qu'on retrouve dans les pathologies de la douleur. Et là, il y a un champ d'exploration potentiel pour développer des approches thérapeutiques. Mais bien sûr, encore énormément de choses à faire. Tout ce que je vous ai raconté pour certains aspects sont encore de la recherche fondamentale, mais une possibilité, une ouverture vers des connaissances différentes. Alors voilà, c'était la douleur et les interactions neuro-immunitaires. Et la semaine prochaine, on s'intéressera au sommeil et un petit peu au rythme circadien. Voilà, je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une bonne soirée et je suis là pour les questions.